Bonne année, joueurs. Mais Allez, fais pas cette tête. T'as tendance à avoir un petit coup de blues dans cette période de l'année, alors cette fois j'ai pris les devants. Et je t'ai même préparé une petite surprise. Faites entrer le Force 3. prix Force 107. Allez, fais un vœu. En ce début d'année, et afin de commencer sur de bonnes bases, quoi de mieux que de revenir sur la série The Legend of Zelda. Et surtout, afin que tous vos vœux se réalisent cette année, je vais vous parler aujourd'hui d'un chapeau. Un chapeau magique. Un chapeau qui exauce les vœux. Si c'est comme d'hab, tu vas juste jamais y revenir, alors... The Legend of Zelda The Minish Cap, sorti sur Game Boy Advance. Et peut-être, à mes yeux, l'un des plus beaux jeux Zelda en 2D. Attention toi. Oui toi. Je parle de graphisme. Alors tu te calmes. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte ? Imaginez 3DS. Non mais tu te fous de qui en fait? Non, oubliez ça. L'histoire nous raconte une vieille légende d'Hyrule. Des monstres par milliers avaient envahi le territoire et les habitants étaient bien tristes. Mais les Minish, un tout petit peuple qui venait en Hyrule tous les 100 ans, et qui ne pouvait être vu que par les enfants, aidèrent les Hyliens en leur faisant don de deux choses. La force, un truc qui rend très fort, et l'épée de 4 qui a permis aux héros de la légende de bouter les forces du mal et de les sceller dans un coffre, comme un cadeau de Noël en somme. Et ainsi tous les ans est donné un grand tournoi en l'honneur des Minish au château d'Hyrule. Et le vainqueur pourra admirer le fameux coffre où est scellée l'épée. Pour le plaisir des yeux. Et la fête règne dans tout le royaume. C'est dans ce contexte que nous incarnons Poulet. Bah ouais, que la princesse Zelda est venue sortir de sa grasse mat. C'est ainsi qu'on découvrira les contrôles de base. On est dans un jeu en vue de dessus, où Poulet pourra se déplacer, soulever des jarres pour trouver tout un tas d'objets, et il est super fier. Cool, un rubis. Encore plus de rubis. Bon ça va, on a compris. Mais la grande nouveauté de ce Zelda, ce sont les roulades. Et c'est clairement le meilleur move, parce qu'on va passer sa vie comme ça. T'as le tournis, hein ? Bah c'est dommage, parce que moi ça m'amuse. On va donc accompagner la princesse dans la cité d'Hyrule. On a découvert déjà des graphismes et une animation aux petits oignons, surtout pour de la GBA. Mais c'est arrivé au bourg d'Hyrule qu'on va faire un autre constat. En plus d'être beau et super bien animé, bah il est super organique. Ça bouge et remue de partout. C'est la fête. On retrouve un peu cette euphorie du bourg d'Hyrule d'Ocarina of Time. Car clairement, tout ce beau monde devrait juste aller bosser. Là, on ira donc voir le fameux tournoi qu'un mystérieux bonhomme violet a gagné, et ainsi le Père Noël va lui remettre la récompense. Pouvoir admirer les reliques des Minish. Non mais franchement, c'est quoi cette récompense pourrie? Mais le mystérieux lutin violet était en fait un méchant, qui profitera de ce petit instant festif pour briser l'épée, et ainsi lâcher les monstres du coffre sur tout le territoire d'Hyrule. Son but ? Foutre un bordel, changer Zelda en pierre et trouver la force, fameuse relique des Minish qui n'est pas du tout dans le coffre. C'est là qu'est lancée notre quête extraordinaire. Ben oui, parce que l'épée est cassée et les seuls qui peuvent la réparer, ben c'est les Minish. Et seuls les enfants peuvent les voir. C'est ainsi que Poulet sera désigné par le Père Noël pour partir à l'aventure. En se dirigeant d'abord dans la forêt de Tyrolia, où vivent les fameux lutins invisibles. Le principe est le même que dans tous les autres Zelda 2D. On assigne nos objets, comme notre bouclier et notre épée, à nos touches, qu'on pourra modifier tout au long de la partie. Ce qui est un peu gênant, il faut le dire quand même, surtout quand on a une multitude d'objets à gérer. Parce que, pour les modifier, on doit se rendre dans le menu pause et ça casse forcément un peu le rythme. Vous autres humains, dès qu'il y a trop de boutons, vous perdez tous vos moyens. On explore donc les lieux à la recherche des lutins et à... Bon bah, note pour plus tard, je sais pas nager. On y rencontre un certain nombre d'ennemis. Peste Bojo et autres blobs. C'est sympa, joli, et la musique nous transporte un petit peu. On trouvera une sorte de mix entre un chapeau et un perroquet se faisant attaquer par des monstres. Ce que tu dis n'a aucun sens. Mais si, parce qu'en sauvant Coco le chapeau, il nous viendra en aide en nous donnant un swag incroyable. Mais il nous apprendra aussi qu'il connaît les Minish, et nous fera part de son pouvoir incroyable, qui est aussi la principale feature du jeu. On pourra se dresser sur ses souches et tout un tas d'objets pour devenir aussi petit qu'un Minish, et ainsi découvrir le monde avec les yeux d'un mini-pouce. Voilà. Incroyable. Et c'est une extra bonne idée. En tant que tout petit pois, on ne pourra pas forcément passer les hautes herbes et on se noiera dans les plus petites parcelles d'eau. Mais on va quand même pouvoir accéder à d'autres endroits, trouver des passages et alterner entre notre forme grande et petite pour redécouvrir les environnements et résoudre les énigmes.
Et ça, ça accentue le côté joli et organique du jeu. C'est ainsi qu'on trouvera le village Minish, ces petits lutins qui essaient de me dire quelque chose que je ne comprends pas. C'est de l'écriture miroir. Attends. Je ne comprends pas ce que tu dis. Bah moi non plus. Trouvant un traducteur et parlant au grand sage, il nous apprendra que pour reforger l'épée, il faudra réunir les 4 éléments. Et les mettre dans l'épée. Et ça tombe bien, parce que l'élément terre se trouve juste derrière le village, dans un temple Minish. Ah ça c'est fou alors. Vous l'avez compris, c'est le moment de découvrir notre premier donjon, le sel de la série Zelda. On découvre un temple tout sale, plein de toiles impossibles à casser. Je peux y passer toute la nuit, tu sais. Dans chaque donjon, on tentera de progresser, vaincre les ennemis, résoudre des énigmes, pour trouver des petites clés, nous permettant d'ouvrir des portes verrouillées, et de progresser toujours plus. On pourra trouver comme d'habitude la carte du donjon pour connaître la structure de celui-ci, et la boussole pour révéler où sont les coffres dans son donjon. Bon, en 2D, les donjons ont souvent moins d'âme, moins d'ambiance, et... ce n'est pas du tout le cas dans ce Zelda. Oui, les donjons sont beaux, et ne sont pas juste une succession de salles. On trouvera ces drôles de champignons un peu partout, nous propulsant dans une direction donnée. Certaines salles vont même nous mettre dans des situations sympathiques, comme dans ce tonneau qu'on va libérer de ses attaches pour mener notre meilleure vie. Les énigmes sont plutôt bien pensées, même si certaines ne se limitent parfois qu'à pousser des blocs. Comme dans chaque donjon, on trouvera dans notre progression l'objet de ce donjon. Là, c'est un pot magique qui nous permet d'aspirer des trucs, et ainsi de faire le ménage. Bah ouais, mais aussi par exemple de nous mouvoir sur ces nénuphars. Cet objet nous permettra d'explorer à nouveau le donjon sous un autre angle, résolvant des énigmes inaccessibles jusqu'à présent, et nous permettant enfin de trouver la grande clé, pour accéder à la salle du boss. Le premier, c'est ce truc-là. Ouais. Incroyable. Mais rappelez-vous, on est tout petit, alors en fait, ça donne ça. On devra aspirer la matière sur son pied pour le faire basculer et lui fracasser la gueule. Sympathique. À chaque boss, on va récupérer un cœur supplémentaire, et on récupérera l'élémentaire qu'on est venu chercher. Et voilà un Zelda avec une structure bien traditionnelle. On alterne entre les phases d'exploration d'Hyrule et les donjons pour acquérir nos éléments. Et c'est une formule qui marche. Mais chaque Zelda a ses particularités. Côté exploration, on a déjà un premier constat. Hyrule est bien petite, mais c'est loin d'être un point négatif. Parce que le fait d'avoir réduit la carte de ce Zelda a permis de rendre Hyrule bien plus organique. C'est vivant. Que ce soit le bourg d'Hyrule dont on a déjà parlé, qui pour une fois est doté d'un nombre colossal de boutiques et de mini-jeux, mais aussi le reste du monde, où l'on croisera tout un tas de gens intéressants. Et faisant souvent référence à d'autres opus de la saga, comme Ocarina of Time, la saga des oracles, ou encore Link's Awakening. Mais ce n'est bien sûr pas tout. Le fait de pouvoir rétrécir et explorer sous un autre angle est vraiment jouissif, découvrant des petits passages. Des parcours nous menant à des endroits incongrus, comme l'intérieur de la bibliothèque habitée par les Minish, la table du cordonnier ou les plafonds des maisons. Ah ouais. Des destinations de vacances de rêve en somme. Pour nous pousser à explorer davantage, on a toujours la bonne vieille carotte. En effet, les quarts de cœur sont partout et nous permettront de faire évoluer notre barre de vie. On a aussi les fontaines des grandes fées. Oh, elle est si Oh, bonjour madame. Mes respects. Si l'on fait preuve d'honnêteté envers celles-ci, elles vont faire évoluer nos capacités de stockage et nous faciliter la vie. Une autre nouveauté sympathique de cet opus, c'est le système de fragments du bonheur. On trouvera ces drôles de disques tout au long de notre aventure, que l'on pourra coupler avec ceux des habitants, comme celui-là là. Petit paquet. Oh mon pauvre bougre. Ce qui aura pour effet de porter chance. En effet, ces disques reconstitués vont libérer des passages, des objets spéciaux, ou encore nous permettre d'interagir différemment avec les personnages. Ces disques seront utilisés aussi pour avancer dans l'aventure, puisque parfois il faudra trouver des disques spécifiques pour déclencher des mécanismes de l'histoire. Comme avec cette statue pour accéder au 3ème donjon par exemple. Notre exploration nous conduira aussi auprès des maîtres escrimeurs, qui nous apprendront, si on les trouve, de nouvelles techniques à l'épée, nous aidant à combattre de façon plus diversifiée. Juste avant d'accéder au 2ème donjon, on trouvera le forgeron Minish, qui nous réparera l'épée de 4, afin qu'on puisse y intégrer les éléments qu'on trouvera en parcourant les donjons. C'est une façon intéressante de réparer, mais sans s'être tu. Bah quoi, je répare ta dignité. Et ainsi à chaque élément que l'on trouve, on ira le mettre dans notre épée au sanctuaire prévu à cet effet. Ce qui nous donnera la capacité de créer des doubles de nous, à l'aide de ces dalles colorées là. Encore une feature sympathique du jeu, nous permettant généralement d'activer certains interrupteurs ou pousser des blocs lourds. Bon, j'en ai parlé, mais l'âme de ce jeu réside principalement dans les donjons. On a déjà parlé de leur aspect plus organique qu'habituellement, mais au-delà de ça, chacun a une mécanique qui lui est propre. Que ce soit les traditionnels wagons mines, c'était surprenant. Oui.
les galeries à creuser tout du long de l'un des donjons, la forteresse volante où l'on fera les meilleurs balais aériens, ou encore tout un donjon construit autour de la salle du boss, où notre but sera de faire fondre la glace autour de l'élément, ce qui aura malheureusement pour effet de libérer le boss avec. Et les boss, parlons-en. Mais parlons-en. Vous le savez, j'adore les boss. Mais ceux de cet opus sont particulièrement épiques et bien pensés. On aura ce dragon qu'il faudra étourdir en faisant voler sa carapace pour aller le rejoindre dans son bain et se défouler sur son point faible. Le golem, pour lequel il faudra immobiliser les mains à l'aide de l'arc pour ensuite rapetisser et se défouler en son fort intérieur. La peste mojo, un boss glissant où l'on devra renvoyer ses projectiles pour ensuite se permettre de lui cramer les fesses. Fesses. Et pour finir, l'affrontement le plus épique du jeu, cette Raimanta volante, qui va nous donner une phase de combat épique sur le dos de cette bête, en sautant de l'une à l'autre, tentant de se déchaîner sur leurs yeux, pour enfin qu'elle nous laisse tranquille. Côté scénario, on découvrira que Coco le Chapeau était en fait l'ancien maître de Vaati, qui était en fait un miniche. Il était si mignon. Ce petit bout de chou de Vaati avait volé la pièce maîtresse de Coco le Chapeau, un chapeau magique capable d'exaucer les vœux. Vaati souhaita d'être le sorcier le plus puissant de la Terre, puis transforma à l'aide de son chapeau, son maître, en chapeau. Et la suite, vous la connaissez. Ça fait beaucoup de chapeaux. Il apprendra finalement que la force qu'il cherche est en fait enfouie dans la princesse Zelda. Il lancera donc un rituel pour l'extraire et la récupérer. Ayant reformé complètement l'épée de 4, on filera tenter de lui botter les fesses avant la fin de ce rituel. Au sein d'un donjon devenu assez oppressant, on enchaînera les gros ennemis pour ensuite se trouver face au sorcier qui n'a pas terminé d'absorber la force. Et cet affrontement sera incroyablement dur. Ouais, on vient de se taper toute une tripotée d'ennemis, et on doit battre le boss de fin sans avoir la possibilité de se soigner. Il faudra vaincre les petits yeux qui l'entourent pour ouvrir le gros sur son corps et le dézinguer un max. Par la suite, il se transformera en... Il faudra trouver ses points faibles à l'aide de l'arc pour ensuite se dédoubler en adoptant la bonne forme pour lui asséner nos meilleurs coups d'épée. Zelda libérée, on se dépêchera de fuir le château avant qu'il ne s'effondre. J'ai déjà vu ça quelque part. Et bien entendu, on fera face à la forme finale de ce cher sorcier trop choupi. Mais cette fois, on est guéri, alors ça va chier. L'affrontement est assez corsé. Il faudra détruire ses bras l'un après l'autre en les bloquant, se rétrécissant, et en se jetant dans la fosse au lion à l'intérieur de celui-ci. Par la suite, il faudra se dédoubler, esquiver ses projectiles, pour ensuite les lui renvoyer et nous laisser une ouverture. Bob Razowski ainsi scellé dans le coffre, grâce à l'épée de 4, avec tout ce tas de monstres qui rejoignent à nouveau le paquet cadeau. Ça doit être une de ces teufs là-dedans. Tout est bien qui finit bien, Coco le Chapeau redevient Gandalf le Miniche, et rentre dans sa dimension. Parce que oui, les Miniches ne viennent que tous les 100 ans à Hyrule. C'est comme ça. Alors comment conclure ? Eh bien, en débutant The Minish Cap, je n'aurais jamais cru tomber sur un Zelda 2D aussi qualitatif. Bien que plein d'artifices un peu chiants comme les fragments du bonheur, la mécanique de transformation de poulet, le côté organique de l'univers, les graphismes magnifiques et surtout l'animation incroyablement belle des personnages en fait un Zelda complètement à part. Une aventure épique qui pour une fois, sans Triforce et sans Ganondorf, propulse Vaati comme l'un des méchants les plus iconiques de la franchise, avec une thématique forte, le fait de croire en ses rêves et aux légendes qui ont fait notre enfance. Allez, fais un vœu maintenant. Ouais, merci 107. Je souhaite que tous vos vœux se réalisent sur 2023. Hein ? Mais non, mais c'est pour toi qu'on a fait ça en fait. Tu sais, depuis que j'ai repris la chronique, les vues montent. Je raconte des histoires qui me plaisent davantage, lançant même un nouveau format qui me tenait à cœur. Et ces aventures que je raconte, vous êtes de plus en plus à les suivre. Bien qu'on aimerait que vous rejoigniez un peu plus le Discord. Le lien est en description. Alors il est temps pour moi de vous dire un grand merci. Et de vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année. Croyez en vos rêves et ne les lâchez pas. À ta place, j'aurais souhaité un nouveau PC.